Bon, donc maintenant on va commencer le chapitre 2. En particulier, on regarde le premier principe. Bon, donc le message dans ce chapitre et le prochain, c'est où va l'énergie et comment. Bon, donc il y a 4 principes de la thermodynamique qu'on va discuter. Il y a principe. Le premier, ou zéro, la température est une quantité bien définie. Donc, ce que ça veut dire, la température donc, si on a 3 objets, A, B et C, si la température de A est la même que la température que B et la température de B est la même que la température de C, on peut conclure que la température de A est la même chose que la température de C. Ce n'est pas un énoncé qui est compliqué, mais il faut qu'on soit capable de le dire. Donc, la température est une quantité absolue. Premier, l'énergie est une quantité conservée. Donc, il y a 2 façons de dire ça. Le montant d'énergie dans l'univers est un constant. Ou la deuxième façon de dire ça, si une partie de l'univers perd de l'énergie, l'énergie va à autre part. Donc, on va regarder les conséquences de cet énoncé-là directement. Le deuxième principe est un énoncé de spontanéité. Donc, en principe, c'est plusieurs énoncés de spontanéité. On va voir ça prochainement. Et dernièrement, on a une échelle absolue pour la température. Je vais clarifier ça. Donc, en particulier, à 0 Kelvin, où on a une entropie de 0, ça c'est l'énoncé particulier. La conséquence, c'est que on ne peut pas avoir des températures négatives en Kelvin. Ce zéro-là est absolu.
Ok, là, j'ai utilisé le mot entropie. Je ne l'ai pas défini encore. On le verra au chapitre 4. Bon, donc, c'est ça l'introduction aux 4 principes. Le principe 0 est, disons, évident. On va regarder le premier principe en détail. Donc, pour le chapitre 2, on va regarder le premier principe, directement les concepts. Le troisième chapitre, on va voir beaucoup de détails plus difficiles en regardant les transformations simples. Donc, c'est quoi une transformation simple? C'est une transformation pour un gaz parfait, disons. Le but du premier chapitre était de vous montrer qu'un gaz parfait est une approximation à la réalité. Ce n'est pas exactement la réalité, mais c'est une première approximation. On peut corriger en deuxième ordre avec des équations comme, par exemple, l'équation de Van der Waals, l'équation de Didericci, etc. Donc, dans ce chapitre, on va traiter directement des gaz parfaits. Une des questions de devoir sera de transférer les concepts pour un gaz Van der Waals. Comment est-ce que vous le ferez? D'exactement la même façon, sauf en utilisant l'équation de Van der Waals au lieu de l'équation des gaz parfaits. Bon. Il y a deux façons de voir la thermodynamique. Il y a la version plus classique, et par classique, je veux dire 18e siècle. Et il y a une version statistique qui est plus 20e siècle. On va regarder en particulier le traitement classique parce que c'est plus facile, c'est plus intuitif, puis les questions sont plus faciles, disons. Mais je veux, à la fin du premier chapitre, on va discuter un peu la thermodynamique statistique pour vous donner une idée. On a vu un peu de ça quand on a regardé la distribution des vitesses de Maxwell. Les autres propriétés du système se calculent de la même façon. Ce qui veut dire, on ne traite pas le système en particulier, on traitera un ensemble de beaucoup de systèmes, tous ayant les mêmes propriétés macroscopiques, avec une distribution de probabilité des propriétés microscopiques qu'on ne peut pas observer. On verra ça la semaine prochaine. Donc, pour maintenant, on regardera la thermodynamique classique. Et les noms attribués à ça sont Joule, Carnot, Fourier, des noms du 18e siècle et peut-être 18. Pourquoi est-ce que j'écris 18 et 19e siècle? Pour vous convaincre que c'est une théorie qui est résolue, il n'y a pas de surprise dans ça, donc on ne va pas développer des nouvelles formules. Dans ce point de vue-là, le système est un objet macroscopique. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a un gaz, on voit le gaz comme un objet avec une pression, un volume puis une température. On ne considère pas qu'un gaz est composé de plusieurs molécules avec des propriétés différentes qui, en agrégat, donnent la pression, le volume et la température. Le système est le gaz avec PV et T. On ne considère pas ces constituants microscopiques. Donc, par exemple, un gaz, et là, en parenthèse, on pourra dire parfait ou réel, ayant une pression, un volume et une température.
Ça, c'est le point de vue classique, le point de vue statistique. Et là, le nom en particulier est Boltzmann. On n'a pas un système, mais on regarde un ensemble, collection, ensemble c'est le mot qu'on utilise dans la théorie, de systèmes qui Donc, l'idée, c'est qu'on a une collection qui est énorme de systèmes qui ont des états microscopiques différents, mais les mêmes propriétés macroscopiques. Okay, c'est très important que vous compreniez la différence entre macroscopique et microscopique. Un gaz, point de vue macroscopique, pression, volume, température. Aucune composant plus petit que ça. Microscopique, les molécules qui forment le gaz. Et avec ce traitement-là, on calcule les propriétés de l'ensemble avec une distribution de probabilité. Pour l'instant, c'est assez. On discutera ça un peu plus la semaine prochaine. Bon, donc, point de départ, on a l'univers. L'univers, Et l'univers est quoi? Le système plus tout ce qui n'est pas le système, ce qu'on appelle l'environnement. Donc, disons qu'on a notre système, dans la plupart des cas, un gaz parfait. Et tout ce qui n'est pas le système, donc le reste de la matière et de l'énergie dans l'univers, donc tout ce qui n'est pas le système s'appelle l'environnement. Bon, le système peut échanger d'énergie ou de matière avec l'environnement. Donc, on peut avoir de l'énergie qui entre ou qui sort, puis matière. Dans ce cours, d'habitude, on ne considère pas des systèmes qui échangent la matière, mais c'est possible. Bon, pour l'univers, il n'y a pas d'environnement. L'univers est tout. Il n'y a rien qui n'est pas dans l'univers. Le premier principe nous dit que l'énergie interne, donc l'énergie qui est à l'intérieur de l'univers, est constante. Ce qui veut dire, si le système perd ou gagne de l'énergie, ça vient ou va à l'environnement. Si le système gagne d'énergie, c'est l'environnement qui perd de l'énergie. Si le système perd d'énergie, c'est l'environnement qui le gagne. Donc,
Il y a plusieurs conventions différentes. Moi, j'utilise la lettre U. C'est la lettre qui est utilisée dans le texte Atkins. C'est pas une coïncidence. Moi, j'ai utilisé ce texte quand j'étais au premier cycle aussi. Bon, donc par U, on écrit l'énergie interne. Qu'est-ce que ça représente? Le total de l'énergie qui est à l'intérieur du système donc, on peut parler de l'énergie interne du système, l'énergie interne de l'environnement ou l'énergie interne de l'univers. Il y a des conséquences directes du premier principe en regardant ces trois quantités-là. L'énergie se trouve en deux formes. En forme cinétique. Cinétique, c'est l'énergie du mouvement qu'on a vu quand on a regardé les molécules d'un gaz. Et l'énergie du potentiel qui vient des interactions intermoléculaires. Donc, on a l'énergie cinétique plus l'énergie du potentiel. OK. Là, on va écrire quelques énoncés. Donc, l'énergie interne de l'univers, l'énergie interne du système, plus l'énergie interne de l'environnement. Là, on va abrévier système par 6. Puis, je dirais que d'habitude, si on considère le système, on ne l'écrit pas. On va toujours écrire environnement et univers. Par contre, pour le système, on ne l'écrit pas. Bon, donc, un changement en énergie interne. Donc, un changement. Et si on écrit delta, c'est un changement qui est appréciable, un changement macroscopique. Vient du changement d'énergie interne du système, qu'on n'écrit pas. Donc, je vais l'écrire une fois plus. D'après ici, dorénavant, je ne l'écris pas. Plus le changement d'énergie interne de l'environnement. OK. Le premier principe est que delta U de l'univers est 0. Donc, le montant d'énergie interne de l'univers ne change pas, ce qui veut dire que si on a un changement d'énergie interne du système, ça doit être reflété directement avec un changement d'énergie interne de l'environnement. Donc, si on a de l'énergie qui sort du système, c'est absorbé par l'environnement. Et l'inverse, si on a énergie qui entre le système, ça vient de l'environnement. OK, là, on a deuxième convention. En chimie, le système est ce qui est intéressant. Donc, on regarde directement le système. Si on a une énergie interne du système qui est supérieure à 0, on a énergie qui entre le système.
Puis un changement d'énergie interne qui est négative, énergie qui sort. Bon, donc on compte l'énergie qui est à l'intérieur et à l'extérieur du système. L'énergie se trouve en deux formes, potentielle et cinétique. Il y a deux processus par lesquels l'énergie interne peut changer. Donc, l'énergie interne change par deux processus. Ok, je vais souligner processus. On va discuter ces deux mots beaucoup. C'est extrêmement important que vous les compreniez comme des processus et non pas des juste montants d'énergie. Bon, donc le premier, c'est le travail. C'est un montant d'énergie utilisé pour faire quelque chose d'utile. Donc, pour effectuer un mouvement, lever un poids, passer un courant électrique, et l'exemple qu'on verra directement, expansion d'un gaz contre une pression. Dans tous ces cas-là, il y a quelque chose qu'on veut faire. On veut aller courir, par exemple, on veut se lever de notre chaise, on veut allumer notre appareil électronique, notre téléphone cellulaire, par exemple. On veut changer le volume d'un gaz contre une pression externe. Toutes ces situations-là, il faut transférer de l'énergie pour effectuer du travail. Le deuxième processus, c'est la chaleur. C'est l'énergie transférée grâce à une différence de température. Ok, transféré, je vais dire perdu, en guillemets. Je vais souligner. Le travail et la chaleur sont des processus par lesquels l'énergie est transférée. Bon, donc là, il faut continuer avec quelques définitions. Quand on considère un système, je vous ai dit que le système peut échanger de la matière ou de l'énergie avec son environnement.
Il y a 3 cas et il y a des noms dans ces 3 cas, donc il faut les préciser. En premier, un système isolé n'échange pas d'énergie ou de matière. Donc, en particulier, l'univers est un système isolé. Et c'est là la deuxième fois qu'on voit une approximation pratique dans la vie réelle. Il n'y a pas vraiment de système isolé. C'est toujours une approximation parce qu'il y aura toujours de l'énergie ou de la matière qui entre ou sort d'un système. Mais en première approximation, on pourra considérer quelques systèmes comme isolés. Par exemple, si vous avez un contenant où vous gardez une boisson soit chaude ou froide, éventuellement, votre boisson va changer de température. Mais à court terme, on dira que ce n'est pas le cas. La température de votre boisson est plus ou moins la même qu'au début. Éventuellement, ça ne sera pas le cas parce qu'il y a toujours de l'énergie qui entre et qui sort. Mais sur une durée de temps courte, on pourra dire que c'est un système isolé. Donc, s'il y a une question dans un devoir ou sur un examen, où je veux que vous le considérez comme un système isolé, je vous le dirai. Sinon, ça sera comme une question d'explication en forme de est-ce qu'on peut considérer ça comme système isolé ou non? Pourquoi ou pourquoi pas? Et donner l'explication que je viens de dire que sur une courte durée de temps, oui, plus ou moins, mais éventuellement, non. Bon, donc ça c'est un système isolé. Ensuite, fermé. On peut échanger d'énergie, mais pas de matière. Donc, la plupart des systèmes qu'on va voir sont fermés. Puis, vous pouvez deviner, le troisième, c'est ouvert. Et là, on a un échange d'énergie et de matière. Donc, dans la vraie vie, tous les systèmes sont ouverts. On peut approximer des systèmes comme soit fermés ou isolés si c'est permis. Si ça fait du sens, la plupart du temps, on va considérer des systèmes comme fermés, même si ce n'est pas exactement le cas, à cause que les échanges de matière sont minuscules. Mais en réalité, il n'y a pas d'autres systèmes couverts. Bon, finalement, 2 mots que je pense que vous savez. Endothermique, puis exothermique. Endothermique veut dire que de la chaleur entre, de l'énergie entre le système en forme de chaleur. Donc, je vais être précis, l'énergie entre le système en forme de chaleur. Parce que je viens de vous dire que la chaleur est un processus et non pas un montant d'énergie. Et exothermique, c'est l'inverse, l'énergie sort. Bon, donc ça, ce sont tous les mots et les définitions dont on aura besoin pour l'instant. Maintenant, je vous ai dit que la plupart des systèmes qu'on verra sont des gaz parfaits. Regardons un gaz parfait. Donc, pour un gaz, et là, pour l'instant, on va dire monoatomique.
Peut-être la semaine prochaine, on va voir diatomique. Parfait. Bon, donc, qu'est-ce que je veux dire par parfait? Je veux que vous compreniez des sphères dures en interaction nulle. Donc, une boîte de volume défini contenant des sphères dures qui bougent avec une distribution de vitesse, mais il n'y a aucune interaction entre les sphères. Donc, il n'y a pas d'interaction intermoléculaire Bon, là, on peut écrire l'énergie interne d'un gaz parfait vient de deux contributions. On a l'énergie cinétique. D'habitude, on appelle ça T. Je ne vais pas écrire T tant que ça parce que T va représenter directement la température. Donc, on peut oublier ça. Donc, cinétique, c'était quoi? C'est le mouvement. Puis l'énergie du potentiel. Du potentiel. Ça vient d'où? Les interactions. Bon, donc en général, un gaz a ces contributions-là. Un gaz parfait est un pour lequel il n'y a pas d'énergie du potentiel, à cause qu'il n'y a pas d'interaction intermoléculaire. Donc ça, c'est 0. Donc, pour un gaz parfait, l'énergie est directement seulement de l'énergie cinétique. Donc, la température est une mesure de quoi? De l'énergie cinétique moyenne qu'on a vue les dernières fois. Et à cause qu'il n'y a pas d'énergie du potentiel pour un gaz parfait, c'est directement une mesure de l'énergie interne d'un gaz parfait. Donc, c'est une mesure de l'énergie interne, et je vais surligner, d'un gaz parfait. Bon, un gaz réel a des interactions intermoléculaires, donc l'énergie interne d'un gaz réel a des contributions de l'énergie du cinétique et de l'énergie du potentiel. Bon, l'état d'un gaz parfait qu'est-ce que c'est? Ce sont ces variables macroscopiques. Donc, sa pression, son volume, sa température, puis en principe le nombre de moles de gaz. Sa pression, son volume, sa température, puis en parenthèse n. Puis on sait que pour un gaz parfait, ces variables sont reliées comme ça. L'état d'un gaz réel est encore une fois sa pression, son volume, sa température, puis en parenthèse son nombre de moles. Donc, l'état d'un gaz parfait, c'est PV et T. L'état d'un gaz réel, c'est PV et T. C'est quoi la différence? On n'a pas de relation PV est égal à nRT, mais il y a une relation entre PV et T. Donc, on a vu plusieurs formes
On a soit quelque chose comme l'équation de Van der Waals, qui est une forme d'une relation entre PV et T. Un gaz Van der Waals n'est pas un gaz réel, c'est une approximation. Cependant, il y a la forme virielle qui est une forme c'est une forme directement empirique, mais c'est une relation entre PV et T. Le point est qu'il y a une relation entre PV et T, ils ne sont pas indépendants. Donc, on peut choisir deux variables, d'habitude V et T ou P et V, pour décrire le système. Le troisième est une conséquence directe des deux autres. Donc, deux variables sont suffisantes. Pour définir l'état du système, même si on ne sait pas la relation exacte entre eux. OK, là, je vais écrire la plupart du temps. Est-ce qu'on va voir un exemple particulier où il faut savoir les trois en même temps pour calculer le montant d'énergie interne qui change? OK, maintenant je vais dire plus ou moins la même chose en utilisant des autres mots. Donc, pour un gaz parfait, il n'y a aucune interaction, donc l'énergie du potentiel est zéro. Donc, pour un gaz parfait, je vais le dire 25 fois, puis à la fin, j'espère que vous vous en souvenez. Donc, l'énergie interne d'un gaz parfait est seulement cinétique. Cinétique est une fonction directe de la température. Et là, les interactions changeront. Okay. Il n'y a pas d'énergie du potentiel à cause qu'il n'y a pas d'interaction. S'il y avait des interactions, soit le volume ou la pression vont changer le montant d'énergie du potentiel. Pourquoi? Parce que si on change le volume d'un gaz, on change la distance moyenne entre les particules. Si on change la distance moyenne entre les particules, on va changer le montant d'interaction entre eux et la grandeur des interactions entre eux, qui aura un effet direct sur l'énergie du potentiel. Cependant, pour un gaz parfait, c'est zéro, donc il n'y a pas de dépendance comme ça. Donc, je vais écrire potentiel qui est une fonction de soit le volume ou la pression. Puis ça, c'est zéro, donc on l'oublie ici. Donc, le message, c'est que pour un gaz parfait, l'énergie interne est une fonction de la température seulement.
Donc, pour un gaz réel, je vais juste dire U, l'énergie interne, est une fonction de l'état du système qu'on va discuter directement. Encore une fois, c'est quoi l'état d'un gaz réel? Sa pression, son volume, puis sa température. Cependant, on vient de dire que la pression, le volume et la température sont reliés d'une manière ou une autre, et donc on peut choisir deux entre eux. D'habitude, et en particulier dans ce chapitre, on considère volume et température. Et donc, l'énergie interne pour un gaz réel est une fonction de V et T. Ou P, T, etc. Mais la dépendance, si on regarde P et T, est plus compliquée. On ne le verra pas dans ce chapitre. Donc, pour ce chapitre, U est une fonction de T et V. Et encore une fois, pour un gaz parfait, T seulement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interaction intermoléculaire, l'énergie du potentiel est zéro, donc la dépendance avec le volume est zéro. Ok, là, on va regarder les dérivés partiels. Est-ce que c'est nécessaire là? Non, on va regarder ça la prochaine fois. Donc, je viens de dire que U est une fonction. On va voir des fonctions d'état et des fonctions de chemin. Donc, U est une fonction d'état. Encore une fois, ok, ce que ça veut dire, ça dépend seulement. Ok, non, ça sera plus particulier. Un changement dépend seulement des états initial et final. Ce qui veut dire le chemin ou le processus particulier du changement n'a pas d'impact sur le changement en énergie interne. Bon, donc si vous voulez faire un diagramme, on a un état final puis un état initial, défini par deux points. Disons qu'on va comme ça. On ne définit pas on ne définit pas directement ce que ça veut dire. Ou on va d'une autre manière comme ça. Les deux chemins n'ont aucun effet. Ça dépend. Le changement d'énergie interne dépend seulement des états initial et final. OK, et là, on peut écrire une définition. Le changement en énergie interne, c'est une intégrale définie entre un état initial et un état final. Et c'est UF moins UI. Je veux préciser que delta, c'est un montant appréciable. DU, c'est un montant très petit.
puis, c'était quoi l'intégrale? C'était une sommation de très petits montants. Bon, là, il y a une définition que je ne vais pas rester trop là-dessus, mais il faut que je vous donne un mot. du est un différentiel exact. Ce que ça veut dire, il y a une fonction u qui est l'antidérivée de du. Et c'est tout ce que je veux dire par rapport à ça. Par conséquence, delta u est une fonction d'état. Donc, on va avoir plusieurs autres exemples de ça. Le message important, c'est que pour énergie interne, il y a un différentiel exact du, et u, c'est l'intégrale indéfinie de du. Par conséquence, delta u est une fonction d'état. Bon, donc on a des fonctions d'état qui ne dépendent pas des chemins. On a aussi des fonctions de chemin qui dépendent directement des chemins. Et c'est la dernière chose qu'on discutera aujourd'hui. Le travail et la chaleur sont fonctions de chemin. Ils ne sont pas fonctions d'état. Donc, ils ne sont pas des fonctions de l'état du système. Ils dépendent directement des chemins qui décrivent les processus. Bon, donc, en particulier, la chaleur est écrit Q est une intégrale de chemin, donc il faut préciser le chemin pour l'intégrale. D'un montant dq, c'est quoi dq avec la barre? C'est un montant très petit. Et il faut préciser sur le chemin du processus. Donc, c'est possible et encore plus, c'est probable que vous n'avez pas vu des intégrales de chemin dans un premier cours de calcul. Pourquoi? Parce que c'est un constat plus avancé. Peu importe. Dans ce cours, on va voir des chemins extrêmement faciles. Il n'y a pas de trouble dans ce cours, je vous assure. La conséquence de cette définition-là, c'est qu'il n'y a pas de fonction Q qui est l'antidérivée indéfinie de dq. Donc, dq est un différentiel inexact, et Q n'est pas fonction d'état. Donc, dq est un différentiel inexact et Q, donc, par conséquence, Q n'est pas fonction d'état. Bon, donc il y a des définitions bien particulières, exact versus inexact. On ne précisera pas dans ce cours. Le message qui est important, on a des fonctions qui sont fonctions d'état, en particulier aujourd'hui l'énergie interne, et les fonctions de chemin. Les fonctions d'état ont des différentiels exacts. Les fonctions de chemin ont des différentiels inexacts. Les fonctions
d'état sont écrits avec un delta. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent seulement des états initial et final. Les fonctions de chemin ne sont pas écrites avec un delta. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent directement du chemin. Donc, pour un chemin ou un processus particulier, on va calculer un montant de chaleur ou de travail particulier. Donc là, on a dit la chaleur. Ici, le travail. Et travail, W pour travail parce qu'en anglais, on a work. Encore une fois, ici, on a des montants appréciables. C'est encore une fois un intégral de chemin, donc il faut préciser sur quel chemin on le prend, d'un différentiel inexact, qui est un montant très très petit. Je ne veux pas que vous mémorisez tous ces détails-là. Je veux que vous compreniez la différence entre fonction de chemin et fonction d'état. Bon, donc, la prochaine fois, on va regarder le travail et la chaleur pour plusieurs processus différents. Et à la prochaine.